Le lendemain matin, on voit que, lorsque Yuji revient de son jogging, il surprend Amane en train de forcer la serrure de sa chambre pour y entrer, ce qui le pousse à se demander si elle tente de l'assassiner. En l'observant discrètement, il se rend compte qu'elle est venue pour prendre un baiser matinal, ce qui surprend Yuji car la raison est stupide. En voyant le linge de Yuji sur le lit, elle le prend et se contente de sentir ses vêtements et son lit de manière assez intense. Alors, pour ne pas la mettre mal à l'aise, il fait semblant d'entrer comme s'il venait chercher une boisson dans le réfrigérateur. En le voyant, elle est morte de honte et lui demande s'il est là depuis, ce que Yuji confirme. Elle se dit alors qu'elle ne pourra plus jamais se marier après ce qu'elle vient de faire. Mais Yuji essaie tout de même de la consoler. Plus tard, on les voit courir et Makina explique qu'elle est en retard à cause d'Amane qui refuse de sortir des toilettes. Puisque ce vacarme est causé par Amane, Yuji montre une chanson à Makina pour narguer Amane sur ce qui s'est passé dans sa chambre le matin là. Une fois la pause arrivée, les filles commandent chacune des boissons et du lait, mais Yuji préfère prendre de l'eau. Après le départ de Sashi, Amane fait remarquer que Makina devient de plus en plus arrogante, voire hautaine à force d'imiter Yuji. Pour calmer les choses, Yuji dit à Makina de revoir son langage et elle acquiesce. Mais une fille fait remarquer la manière dont Makina a répondu, ce qui l'énerve. Toutefois, Sakaki la rappelle à l'ordre et leur dit à lui et à Amane qu'elles doivent partir préparer le prochain cours. Ainsi, elle quitte donc la salle de classe, et Yuji fait remarquer à quel point Amane était bruyante. Sakaki lui raconte qu'Amane était autrefois très docile et qu'il a entendu dire qu'elle avait souffert d'une sorte de maladie mentale après un accident de voiture. Peu de temps après, Amane et Makina reviennent et remarquent que Sashi n'est pas encore de retour. Sans tarder, Amane l'appelle, mais elle se rend compte que Sashi s'est perdu en ville, ce qui surprend notre protagoniste. Ensuite, Yuji est paisiblement à l'extérieur quand il commence à entendre des bruits gênants qui troublent sa tranquillité. En allant voir les responsables, il trouve Michiru dans une position ambiguë avec un chat qui s'amuse avec elle. Elle lui explique qu'elle a un problème, car ce chat la suit partout, semblant s'attacher à elle. Elle demande de l'aide à Yuji pour ramener le chat car il ne peut pas rester au dortoir, mais Yuji refuse sans remords. Alors elle demande des conseils et Yuji lui dit que les chats n'aiment pas les agrumes et qu'elle peut s'en débarrasser de cette façon. Elle lui explique alors que son shampoing a une odeur de pamplemousse. Soudain, Yuji la taquine en lui faisant croire qu'elle peut faire fuir l'animal en utilisant ses couettes comme des fouets. Après avoir ridiculisé Michiru, il s'éloigne, mais son geste réussit à faire fuir le chat. Une fois le chat parti, Michiru affirme se sentir mieux maintenant. Une fois à l'intérieur du bâtiment, Sashi fait une proposition à Yuji qui accepte sans avoir la moindre idée de ce dont elle parlait. Michiru le saisit et lui demande s'il sait de quoi Sashi parlait, mais notre garçon dit qu'il n'en a aucune idée. Et tout cela à cause d'un manque de sommeil. Peu après, Sashi revient pour prendre les mensurations de Yuji au niveau de sa taille, et il lui demande ce qu'elle compte en faire. Sashi lui dit qu'elle va lui créer une banane requin à sa taille, ce qui laisse le garçon dans le noir. Après avoir cassé la fermeture éclair de sa sacoche, elle compte demander à Sashi de l'aide. Soudain, elle se pointe derrière lui, ce qui lui fout la trouille de sa vie. Pendant le cours d'éducation physique, Amane se blesse à la cheville, et Yuji l'emmène à l'infirmerie pour soigner sa blessure. Elle lui confie qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'occupe d'elle et qu'elle pensait qu'il repartirait une fois qu'il l'aurait amenée à l'infirmerie. Elle lui avoue ensuite qu'elle aimerait qu'il devienne son petit ami. Yuji lui demande pourquoi, et elle répond qu'elle l'aime et qu'elle est tombée amoureuse dès leur première rencontre, le qualifiant de coup de foudre. En l'entendant, il lui demande si elle s'amuse à le taquiner, ce qui l'a fait changer d'avis. Elle lui demande alors de devenir son grand frère, ce à quoi il refuse d'abord, mais en la voyant peiner, il accepte finalement de jouer le jeu. Ensuite, elle lui apporte son déjeuner en classe et se montre plus affectueuse avec lui. Yuji réfléchit au fait qu'après la mort de sa mentor, il avait essayé de vivre sans s'impliquer avec les autres. Il réalise maintenant qu'il aspire à une vie normale comme celle-ci, même s'il ne veut pas se l'avouer, se demandant s'il a le droit d'accepter un peu de bonheur. Plus tard, alors que Yuji court, il aperçoit Michiru près de la côte. En s'approchant, elle lui confie son amour pour la mer, tout en cachant qu'elle est là pour le chat. Elle lui raconte qu'elle adore l'océan, mais que le ciel lui fait un peu peur, surtout la nuit. Ensuite, elle demande à Yuji ce qu'il pense qu'il arrive aux gens quand ils meurent. Il lui répond qu'il ne sait pas vraiment, mais qu'il pense que c'est comme s'endormir et ne jamais se réveiller. Elle trouve cela plutôt rassurant. Puis, elle lui dit que, si elle devait mourir, elle aimerait être enterrée là-bas, car la vue est magnifique et elle aimerait pouvoir reposer dans un endroit comme celui-là. Elle lui confie alors cette mission. Le lendemain, Yuji se demande ce que signifiait vraiment tout cela. Le soir, les filles parlent de Michiru, et Amane mentionne que parfois elle semble être une personne complètement différente, qu'elle est parfois étrangement sérieuse. À ce moment-là, un fort coup de tonnerre fait sursauter Sakaki, ce que Yuji remarque. Le lendemain, Yuji constate que Michiru agit de manière étrange. Il la suit et la trouve en mauvaise posture. Il essaie de l'aider, mais elle refuse et lui demande de la laisser seule. Pourtant, il la suit jusqu'à la côte. En le voyant arriver, elle lui dit que le vent est fort et qu'il fait froid ici, et qu'elle n'aime plus cet endroit,
bien qu'il semble que l'autre elle l'apprécie. Confus, Yuji lui demande de qui elle parle. Michiru se tourne vers lui, le remercie d'être venu la chercher, mais lui dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter, avec un ton très différent de d'habitude. Yuji remarque ce changement et lui demande qui elle est, car elle ne ressemble pas à la Michiru qu'il connaît. Elle répond en lui demandant si cela importe vraiment, avant de changer de sujet et de revenir sur ce qu'il lui a dit sur la mort. Elle lui demande, si mourir c'est comme s'endormir et ne plus jamais se réveiller, pourquoi tout le monde s'efforce tant de faire quelque chose dans la vie? Yuji lui répond que les gens ne peuvent pas vivre seuls et que la vie a un prix. Ensuite, il prend congé, mais Michiru le retient et lui demande s'il a une petite amie, car elle n'a jamais eu de petite amie et se demande comment c'est. Yuji répond qu'il n'a pas de petite amie. Elle lui demande alors comment est un baiser et lui demande de lui montrer. Il accepte, laissant Michiru s'approcher et l'embrasser sur les lèvres. Elle lui dit qu'après avoir expérimenté cela, elle ne comprend toujours pas, puis elle lui dit au revoir, le laissant perplexe. Quelques instants après, Michiru rougit de honte, trébuche maladroitement et tombe au sol. Elle reproche alors à Yuji ce qui vient de se passer, marchant accidentellement sur une crotte. En s'essuyant, elle lui dit qu'il était sur le point de l'embrasser, et Yuji suppose que cette Michiru est bien celle à laquelle elle faisait référence plus tôt. Plus tard, Yuji réfléchit et conclut que la Michiru avec qui il a parlé au belvédère n'est pas celle qu'il connaît d'habitude. Peu de temps après, il la revoit au belvédère, où elle cherchait le chat avec lequel elle s'est attachée. En rentrant, Yuji lui demande d'aller seul à l'académie. En prenant la direction opposée, il trouve le pauvre chat sur la route, renversé. Il s'en doutait déjà et ne voulait pas que Michiru le voie, mais à sa grande surprise, elle est derrière lui et voit ce qui est arrivé. Rapidement, Yuji prend un taxi et l'emmène à l'hôpital avec le chat. Il essaie de la réconforter, mais Michiru commence peu à peu à se désespérer en voyant dans quel état se trouve son chat, et finit par ne plus retenir ses larmes quand elle réalise qu'il a cessé de respirer. Plus tard, Yuji trouve Michiru allongée par terre dans sa chambre, avec des pilules à côté d'elle. Après en avoir goûté une, il réalise que ce sont bien des drogues. Il demande alors de l'aide à la directrice pour qu'elle soit emmenée à l'infirmerie. Le lendemain, Michiru semble en parfaite santé, et Yuji décide de lui parler en privé. Il lui demande si elle est maintenant l'autre Michiru et ce qui est arrivé à la Michiru originale. Michiru change de personnalité et lui annonce que l'autre Michiru ne reviendra jamais, assurant que c'est une décision qu'elle a prise. Plus tard, Sachi parle à Yuji et lui donne une boîte que Michiru lui a confiée un jour où elle était malade, lui demandant de ne jamais la lui rendre ni de la mentionner à qui que ce soit. Yuji propose de garder la boîte, et en l'ouvrant, il découvre un contenu qui le surprend. Il se rend directement dans la chambre de Michiru et s'excuse d'avoir lu ce qu'il appelle son journal de changement avec Michiru, notant qu'il est difficile de croire qu'une personnalité puisse être transférée par une greffe. Il lui rend le journal, et Michiru lui explique que son autre elle lui a dit qu'elle ne reviendrait jamais ici. Elle précise qu'elle n'était pas d'accord avec cette décision, car le corps appartient à la Michiru originale. Cependant, elle n'a pas changé d'avis, expliquant que la Michiru originale était trop blessée par la perte de son chat et qu'elle ne voulait plus vivre. Yuji accepte cette décision mais demande à la Michiru actuelle ce qu'elle pense de cette situation. Elle répond qu'elle croit que Michiru devrait vivre dans ce corps, bien qu'elle respecte son choix. Yuji lui montre alors les pilules que Michiru prenait pour la réprimer, et lui dit que si elle les prend, Michiru devrait sortir, car il veut lui parler. Yuji la force à avaler les pilules, demandant à Michiru de revenir pour connaître son ressenti. Les yeux de Michiru changent de vert à bleu, indiquant le retour de la Michiru originale. En la voyant, Yuji lui dit qu'il fera ce qu'elle souhaite. Michiru répond qu'elle veut mourir et que, si elle doit continuer à perdre des êtres chers, elle préfère ne pas vivre. Elle s'évanouit quelques instants après, et Yuji accepte de réaliser son souhait. Michiru se réveille sans pouvoir bouger, et Yuji lui explique qu'il lui a administré un relaxant musculaire et qu'il va l'enterrer à l'endroit qu'elle aime, comme il le lui avait promis. Elle se retrouve dans une boîte, dans un trou creusé par Yuji, qui commence à jeter de la terre pour l'enterrer vivante, lui rappelant que c'est ce qu'elle a souhaité. Michiru a alors des flashbacks de son passé où, enfant, elle était maltraitée par sa mère. Des années plus tard, à l'école, elle avait déjà des envies de mourir et assiste à une scène où une fille sur le point de sauter d'un toit change d'avis grâce à Michiru. Cette fille devient sa première amie, mais finit par se suicider en sautant du toit. Traumatisée, Michiru développe un problème cardiaque, et elle subit finalement une transplantation cardiaque aux États-Unis. Après cela, elle commence à entendre des voix dans sa tête, ce qui aggrave sa santé mentale. De retour dans le présent, Michiru exprime sa peur de mourir, tout en discutant avec son autre elle. Elle se souvient qu'elle a été internée dans un hôpital psychiatrique et qu'elle a décidé de vivre ainsi, en jouant un rôle, pour être quelqu'un que les autres pourraient trouver drôle, sans avoir à exprimer ses vraies émotions ni posséder sa propre identité. En fin de compte, elle accepte la perte de son ami et de son chat, et elle parvient à sortir de la boîte et de la terre. Yuji l'aide à sortir et la félicite pour sa rapidité, révélant que seuls 3 jours se sont écoulés depuis qu'il l'a enterrée. Yuji explique ensuite que les pilules qu'il lui a fait prendre étaient en réalité des bonbons, et qu'elle a réagi parce qu'elle ne voulait pas vraiment mourir.
Le lendemain, il l'emmène quelque part, où elle rencontre sa mère, accomplissant ainsi une réunion longtemps attendue. Yuji discute avec JB, qui lui dit qu'elle a dû utiliser beaucoup de ressources pour obtenir les informations qu'il recherchait. Après cette rencontre mémorable, Michiru retourne auprès de Yuji pour le remercier de tout ce qu'il a fait. Ensuite, les deux Michiru cohabitent dans le même corps, et l'on peut parfois voir l'autre Michiru apparaître, accompagnant celle qui est plus de cindrée. On nous montre un événement passé de Sakaki, où elle entend ses camarades de classe parler mal d'elle. En réaction, elle blesse une d'entre elles avec un canif. Ensuite, la scène se tourne vers son père, qui discute avec JB de Sakaki et de son désir de préparer sa fille à reprendre la direction du groupe ferroviaire des plages dès que possible. Il espère que son enquêteur, Yuji Kazami, pourra l'aider à faire revenir Sakaki à la maison. Il propose alors de faire attaquer sa fille par ses employés pour lui faire peur, espérant qu'elle se pliera à sa volonté. JB accepte d'élaborer un plan autour de cette idée. Yuji, ayant été chargé par JB de protéger Sakaki, commence à la suivre, car elle est la seule fille du leader du groupe ferroviaire des plages, une cible pour beaucoup de personnes. Son rôle est de s'interposer et de recevoir les coups à sa place, si nécessaire. Lorsqu'une tempête éclate, Sakaki et Yuji sont attaqués par plusieurs hommes en costume. Yuji décide de les affronter pour les protéger, et, après les avoir vaincus, il entraîne Sakaki sous un pont pour se mettre à l'abri. Apeuré, Sakaki lui raconte alors son histoire. Elle explique que son père espérait avoir un fils avec sa mère pour lui succéder. Mais elle est née, et, en raison de la faiblesse physique de sa mère, un autre enfant n'était pas possible. Son père et sa famille la rejetaient et la voyaient comme un poids, ce qui l'a affectée mentalement et physiquement. Ses grands-parents, soucieux de leur image, l'ont internée dans un hôpital, laissant sa mère seule. Les rumeurs et les jugements ont isolé Sakaki, et un jour, sa mère lui a dit qu'elle aurait préféré qu'elle naisse garçon, la brisant. Plus tard, la maîtresse de son père a eu un fils, mais celui-ci est décédé suite à une maladie. Après la mort de sa mère, Sakaki a été forcée de revenir chez son père pour être élevée comme héritière. Enragée, elle a attaqué une camarade de classe, ce qui a poussé son père à créer une école pour la cacher de la société, l'académie où il se trouve aujourd'hui. Après son récit, Yuji, qui trouve l'histoire ennuyeuse, l'accompagne dehors, maintenant que la pluie s'est arrêtée. De leur côté, les agents informent le père de Sakaki, Michiaki Sakaki, qui exige que Yuji soit immédiatement expulsé de l'académie, menaçant de fermer l'école si cela n'est pas fait. Le père de Sakaki arrive à l'académie, ordonnant à sa fille de sortir. Alors que les hommes de son père approchent, Sakaki leur tire dessus, utilisant une arme achetée en ligne pour les tenir à distance. Elle confronte son père, lui reprochant tout le mal qu'il lui a fait, ainsi qu'à sa mère. Elle le blesse à l'épaule, mais à court de balles, elle montre une grenade, expliquant qu'ils doivent couper tout lien entre eux. Elle tire la goupille de la grenade, se laissant tomber, ce qui entraîne une explosion. Quand son père entre dans la pièce, il trouve le corps apparemment sans vie de Sakaki, ce qui le fait pleurer de douleur. Plus tard, Yuji le rencontre devant la tombe de sa fille et le remercie d'avoir maintenu l'académie ouverte. Il lui remet une lettre retrouvée dans la chambre de Sakaki, sa première et dernière demande à son père, laisser l'académie Miyama ouverte et inchangée. Cet acte de contrition laisse entrevoir que le père de Sakaki regrette ses erreurs passées. Yuji retrouve alors Sakaki, qui s'est caché derrière un arbre et écoute en silence, heureuse de voir que son père a peut-être changé. Il parle ensuite avec JB, qui explique que la situation est maintenant stable. Elle révèle que Yuji avait orchestré l'opération dès leur rencontre sous le pont. La balle qui avait touché son père n'était pas de l'arme de Sakaki, mais d'un tir précis de Yuji avec un fusil de sniper. De plus, les hommes de JB ont échangé un corps pour simuler la mort de Sakaki, et ont effacé les enregistrements de sécurité. Enfin, JB remet à Sakaki un registre familial, lui permettant de commencer une nouvelle vie dans l'école. Un nouveau jour, à la télévision, on mentionne que les femmes ne sont pas capables de compter jusqu'à 100 dans la salle de bain. Makina entend cela et affirme qu'il peut y avoir des femmes capables de compter jusqu'à 10 000, même dans la salle de bain, soutenant ainsi Sachi. Peu après, Sachi est dans la salle de bain en train de compter jusqu'à 2000, mais à cause de la fatigue, elle s'évanouit après y être restée trop longtemps. Amane la trouve et l'emmène à l'infirmerie, ce qui fait culpabiliser Makina. Amane lui dit d'être plus prudente, sachant comment est Sachi. Yuji reste seul avec elle et remarque qu'elle l'appelle Yukun pendant qu'elle dort. Alors, il sort de la chambre laissant Sachi se reposer. Le lendemain, Sachi se réveille en bonne santé, ce qui ravit les filles. Pendant ce temps, Yuji étant vilé sur le chemin du retour, il arrive devant un parc et décide de rentrer, ce qui lui fait ressortir un souvenir d'enfance où il était avec quelqu'un qu'il appelait également Yukun. Pendant ce temps, les filles étudiaient pour les examens. Michiru, se sentant agacé, demande à Sachi de se débarrasser des examens. Mais Amane donne une tape sur la main de Michiru pour avoir dit cela, car elle ne peut pas demander à Sachi quelque chose d'impossible et ainsi la faire se sentir mal. Malgré cela, Sachi dit qu'elle s'en chargera, ce qui surprend tout le monde. Le soir venu, elle constate que Sachi ne sort pas pour dîner et raconte l'incident à Yuji,
expliquant qu'elle s'est enfermée dans sa chambre depuis. Une fois les autres partis, Yuji dit qu'il s'occupera de ce qui se passe, mais qu'en cas de besoin, il pourrait avoir besoin de leur aide, ce qu'elles acceptent. Les jours passent, et on voit Sachi faire ses préparatifs pendant la nuit, plaçant des explosifs à des points stratégiques de l'académie sans que personne ne la voie, répétant qu'elle doit être une bonne fille. La veille des examens, elle active les minuteurs des bombes pour qu'elles explosent dans 10 minutes pendant qu'elle se trouve dans la salle de classe. Mais les filles arrivent, ce qui la surprend. Elle cache la télécommande et devient inquiète, car des explosifs sont placés juste à côté, sous une table. Elles expliquent que Yuji les a appelés dans cette salle, et en la voyant, elle réalise qu'elle aussi a été convoquée. Cela rend Sachi très nerveuse. Elle essaie de leur demander de sortir, mais elles n'obéissent pas. Quand le temps s'écoule presque entièrement, elle tente de les forcer à sortir, sans succès. À quelques secondes de l'explosion, elle se jette sur l'explosif pour contenir l'explosion, mais lorsque le compte à rebours atteint 0, rien ne se passe. À ce moment, Yuji apparaît et demande aux filles de discuter avec elle dans le dortoir, laissant Sachi seule avec lui. Il lui dit de ne pas s'inquiéter pour les bombes, car il les a modifiées pour qu'elles se figent lorsque le compte à rebours atteindrait 0. Il lui dit qu'elles étaient très bien faites pour une débutante, mais qu'il n'attendait pas moins d'elle. C'est alors qu'il remarque que Sachi s'est fait pipi dessus, se demandant si ce qu'il a fait était excessif. Elle finit par se changer. Ensuite, il lui dit qu'il est allé au parc de cette ville et que beaucoup de temps s'est écoulé. Elle lui demande alors s'il s'en souvient enfin. Yuji lui explique qu'il s'est renseigné à son sujet et que, par chance, il a pu rencontrer son oncle, mais que ses parents ont eu un accident. Sachi confirme cela, racontant que sa famille possédait une petite usine et que les choses n'étaient pas faciles. Malgré tout, ses parents l'adoraient, mais quand ils étaient absorbés par leur travail, aucun ne lui prêtait attention. C'est alors qu'elle a rencontré Yuji et a ressenti qu'il était gentil lorsqu'elle a vu cette solitude dans son regard. Ils avaient l'habitude de jouer souvent dans le parc, mais il a commencé à y aller de moins en moins, jusqu'à cesser complètement de venir. Puis arriva le jour de son 10e anniversaire, où ses parents décidèrent enfin de lui accorder de l'attention. Cela l'a mis en colère, et elle leur dit de fêter seule son anniversaire. Elle s'enfuit alors au parc, mais après coup, elle regretta son comportement. Elle vit ses parents la chercher de l'autre côté de la rue. En la voyant, ils coururent vers elle, mais en traversant la route, un camion les percuta. Son père perdit la vie sur le coup, tandis que sa mère, grièvement blessée, survécut de justesse. Sachi conclut que cet accident était de sa faute, car elle avait été égoïste. C'est pour cela qu'elle pense devoir être une bonne fille. Yuji lui dit qu'il se souvient un peu plus de cette période dans ce village. À l'époque, il se passait beaucoup de choses dans sa famille, et elle l'avait aidé à ce moment-là. Il ajoute qu'il y a des moments où être égoïste peut sauver une personne. Il est également certain qu'au milieu de l'angoisse de ses parents, qui se demandaient s'ils aimaient plus leur fille ou leur travail, ils avaient conclu qu'elle était la plus importante. Yuji lui dit qu'elle a bien fait les choses, qu'elle a fait ce qu'il fallait pour détruire les preuves, et qu'il avait même préparé quelque chose pour justifier cela. Après l'explosion, des feux d'artifice apparaissent dans le ciel, dissimulant ainsi les explosifs. Le lendemain, il l'emmène à la forge de ses parents, où son oncle lui avait donné quelque chose. À l'intérieur, elle trouve un hôtel et une note de ses parents qui la félicitent pour son anniversaire, car l'accident avait eu lieu ce jour-là. La note disait également qu'il souhaitait qu'elle sourie pour toujours et à jamais. C'était leur vœu lorsqu'il l'avait nommée Sachi, qui signifie bonheur. Il la remerciait d'être leur fille. Ces mots touchèrent profondément Sachi, qui, en larmes, les remercia de tout son cœur d'avoir été ses parents. Plus tard, Sachi demande à Yuji de la prendre dans ses bras pendant 1 minute. Ce qu'il accepte de faire. Un jour nouveau, Yuji parle en tête-à-tête avec Makina, car il a reçu un message d'elle où elle le promouvait de grand frère à papa. Il exige évidemment une explication à ce sujet. Elle lui demande directement de bien vouloir être son père. Plus tard, il explique aux autres ce qui s'est passé, déclarant qu'il a décidé d'être le père de Makina. Les filles prennent cela pour une plaisanterie, mais Yuji et Makina leur assurent qu'ils sont sérieux. Yuji dit à sa fille qu'il l'élèvera et la protégera pour faire d'elle une femme accomplie. Après cela, il parle en privé avec JB pour lui expliquer la situation, mentionnant que Makina lui avait montré un chèque de 70 millions tout en tremblant. Yuji raconte que, selon Makina, c'est l'argent pour toute sa vie, et qu'en considérant la somme, il a décidé de le garder pour l'instant. JB lui dit qu'elle ne fera pas de scandale, mais qu'ils doivent également parler de Makina. Elle explique que la famille Irizu a produit plusieurs générations de politiciens et est fortement impliquée dans des affaires internes et diplomatiques. De plus, Makina est la fille aînée du chef de la famille. JB ajoute que le père de Makina, Irizu Asataka, était comptable au département administratif du ministère de la Défense, bien qu'il soit mort dans un accident il y a quelques années, selon les dires officiels. En apprenant cela, Yuji demande à recevoir tous les documents et informations à ce sujet. Plus tard, après avoir reçu les documents nécessaires, Yuji et JB parlent avec la directrice. Elle leur révèle que les véritables chefs de la famille Irizu sont la grand-mère et la mère de Makina. Il semblerait que le père de Makina se soit marié pour entrer dans la famille.
Les femmes de cette famille ont utilisé leur influence pour collaborer avec des politiciens corrompus à l'échelle nationale. Lorsque le père de Makina a découvert cela, il a pris des informations secrètes sur les Irizu et a tenté de les transmettre au cabinet de renseignement, mais il est mort dans un accident. Lors de cet incident, Makina a été kidnappée, ce qui a déclenché chez elle une aphasie liée à une maladie mentale. Elle a alors perdu son statut d'héritière des Irizu et a été remplacée par sa jeune sœur. Après cette révélation, Yuji commence à enseigner des techniques d'autodéfense à Makina. Quelques jours plus tard, lorsqu'ils n'ont pas cours, Makina demande à Yuji s'il a des plans. Il lui dit qu'il prévoit de visiter une tombe, celle de son mentor, située à Yamanashi. Elle propose de l'accompagner, et ils partent ensemble le jour même. En chemin, Yuji lui raconte qu'il a rencontré son mentor, Kusakabe Asako, lorsqu'il avait 5 ou 6 ans. À l'époque, tous les membres de sa famille étaient morts, et il vivait avec une connaissance de son père qu'il avait adopté. Mais cette connaissance était un criminel. C'est Asako, qui avait dirigé l'assaut contre ce criminel, qui l'a sauvé. À leur arrivée, il lui explique qu'il a vécu avec Asako pendant la première année, mais qu'ils ont déménagé aux États-Unis pour son travail. Après un certain temps, il est revenu au Japon et a vécu avec elle, apprenant à devenir assez fort pour survivre. Yuji raconte qu'elle lui a donné une raison de vivre, ou peut-être une raison de ne pas mourir. Après cela, il rend hommage à la tombe de son mentor. Le lendemain, Makina sort faire des courses et croise par hasard sa sœur. Essayant de l'éviter pour ne pas attirer l'attention, elle s'éloigne, mais une violente explosion retentit. La voiture où se trouvait sa sœur vient d'exploser. Plus tard, Makina est au repos, alité, et les filles informent Yuji qu'elle est stable. Sakaki dit à Yuji que l'objectif de l'attaque était la sœur de Makina. Cela inquiète Yuji, qui se demande ce qui se passe réellement. Makina se réveille et lui explique que sa sœur, Sarina Irizu, a été emmenée à l'hôpital. Elle lui demande s'il mourra et l'abandonnera, ce à quoi Yuji répond qu'il ne le fera pas. Ces mots la font pleurer. Peu après, Yuji reçoit un message de JB lui ordonnant de se rendre au quartier général. Une fois là-bas, il se présente comme le numéro 9029. En privé, JB lui donne une mission mais Yuji rappelle qu'il ne peut tuer personne pour le moment. JB lui répond qu'elle le sait et que c'est justement pour cette raison qu'il a rejoint les réservistes. JB lui demande alors de regarder le nom de sa cible. À sa grande surprise, il découvre qu'il s'agit de Makina Irizu.